Alors Arsène, petit face-à-face, pour parler un peu plus de vous en tant qu'homme, au-delà de votre costume d'entraîneur aujourd'hui d'Arsenal. On est allé interroger plusieurs personnes de votre entourage, proches, un peu plus éloignés également. On a retenu un premier mot. Plusieurs mots choisis, on a retenu un premier mot. Écoutez. Arsène est alsacien. Je ne sais pas vous voulez le dire. Hein, donc il a les qualités françaises, les qualités allemandes, on mélange un tout, et il a les défauts du français et les défauts allemands. Et ça, c'est Arsène. Mais disons que Arsène, il a une qualité, il va au bout de ses idées. À la limite, il est têtu. Mais ça, quand on est dans sa position à lui, c'est important. Il donne très peu sa confiance, et quand il a confiance, il a confiance. Si on lui détruit cette confiance, vous n'êtes plus ami avec Arsène. Voilà. Ça, c'est l'Alsacien. C'est la marque de l'Alsacien. Un peu. Oui. Quelle est la limite entre aller au bout de ses idées, à quel moment devenez-vous têtu c'est très difficile. Parfois, quand vous avez tort, vous êtes allé au bout de vos idées. Quand vous avez raison, vous êtes allé au bout de vos idées. Quand vous avez tort, on dit que vous êtes têtu. Mais il est sûr que pour un entraîneur, un manager dans un club anglais, c'est quelqu'un qui a une influence à 3 niveaux. Le premier, c'est sur le cours de la vie des joueurs. Vous pouvez avoir une influence positive ou négative, parce qu'un joueur fait une carrière parce qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a fait confiance. En 2, c'est quelqu'un qui a une influence sur le cours et la constance des résultats et le style de jeu de l'équipe. Et puis en 3, c'est quelqu'un, dans mon cas à moi, qui a la responsabilité de développer le club, de faire en sorte que le club grandisse avec les décisions qu'il prend. Donc vous ne prenez pas, malheureusement, que des décisions populaires. Il faut, tous les jours, quand j'arrive au club, toutes les 5 minutes, il faut que vous preniez une décision. Et donc, quelquefois, il faut être têtu et savoir ce que l'on veut. Je vous propose de remonter le temps. Regardons ensemble cette première photo. Beau garçon. Oui, beau garçon. Beau garçon. On va voir quelques photos de vous en maternelle dans les années 50. Oui. Donc en Alsace. En Alsace, dans un petit village, oui. Düttelheim. Un papa prénommé... les bras croisés en bas là. Papa prénommé Alphonse. Oui. Mère prénommée Louise. Des parents qui bossaient énormément. Fils Oui, de notables débordés. Ce qu'on a pu lire à droite, à gauche. Quel enfant étiez-vous, Arsène? Vous disiez souvent, parce que j'ai relu pas mal d'entretiens que vous avez réalisés, vous disiez je suis un paysan et je resterai un paysan. Oui, je crois, oui. Parce que j'ai été élevé dans la nature. Vous me voyez là sur les chevaux. Petit paysan, dans un village de petits paysans. Donc c'était la polyculture de subsistance. Donc vous faisiez un peu de tout. Mais bon, c'est une époque où on apprenait à se dépenser physiquement. La force physique était importante. Pourquoi? Parce que vous en aviez besoin tous les jours. Donc là, c'est avec mon voisin. Donc tu travaillais dès que tu pouvais dans les champs. Et puis on valorisait l'effort physique. On est passé au cours de ma vie, ça c'était l'époque du savoir-faire. On te disait, tais-toi, montre-moi ce que tu sais faire. Après, on est passé dans la période du faire-savoir. Oui. Tout récemment, et aujourd'hui, on est dans la période du tout-savoir. Il faut tout savoir surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses positives là-dedans, parce que les gens sont informés. Mais on est moins dans la valorisation du savoir-faire. Et ça, c'était l'époque où... Je m'arrête sur cette photo, effectivement, et je vous coupe Arsène parce que oui. À droite sont vos parents, et à gauche... ça, c'est une photo de gens qui ont une grosse influence dans ma vie. Parce que, évidemment, il y a mes parents à ma gauche, et puis il y a mon voisin chez lequel j'ai pratiquement passé le plus clair de mon enfance, aller dans les champs avec lui. Je lisais, Arsène, justement, du voisin, des déclarations qui disaient chez Adolphe. Chez Adolphe, voilà. Il cherchait une autre famille, parce que dans le restaurant de ses parents, je relis les propos, dans le restaurant de ses parents, qui tenait le restaurant La Croix d'Or, c'est ça, dans le restaurant de ses parents, entre fumée de cigarettes, picole, piliers de bar, il a vu les gens noyer leur chagrin dans l'alcool.
il a su puiser dans ce terreau en laissant de côté le mauvais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était une sorte d'échappatoire, peut-être? Je sais rien, c'est un homme pour lequel j'avais beaucoup d'affection et qui m'a fait confiance. Il me laissait labourer avec les chevaux, il me laissait faire ce que j'aimais me faire, me dépenser. Et puis c'est vrai que c'était un peu une seconde famille, puisque mes parents étaient, comme vous le disiez fort justement, ont beaucoup travaillé dans leur vie. Mon père a monté un petit commerce de fourniture automobile, ma mère tenait le restaurant du village. Donc ils étaient occupés du matin au soir. C'était aussi une période difficilement comparable, il y avait beaucoup de liberté. On pouvait sortir dans la rue, on ne peut plus se permettre aujourd'hui ce qu'on pouvait se permettre à l'époque avec les enfants. Votre papa, vous voulez médecin? Oui. Oh, je ne sais pas exactement ce qu'il me voulait. Il me voulait réussir dans la vie, je pense, comme tous les parents. Vous avez su convaincre votre mère de dire à votre père, dis-lui que médecin, c'est pas pour moi. Ah oui. Je vais assurer quelques diplômes. Je suis quelque part un médecin, un psychologue. Je soigne les âmes douloureuses parfois. Bien vu. Vous avez assuré des études scientifiques, du coup, pour au moins assurer un bagage. Sciences économiques, ouais. Et présenter cela à votre père. Ça m'a servi beaucoup parce que, comme j'ai eu des responsabilités économiques dans les clubs où je suis passé, ça a quand même servi à savoir ce qu'était un bilan, d'équilibrer les comptes, les recettes et les dépenses. On va vous voir avec votre père, toujours relation particulière. On vous voit avec votre équipe de foot en cadet. Votre père est à gauche. Oui, vous disiez tout à l'heure dans l'entretien que vous aviez commencé comme gardien de but. Votre frangin jouait également. Oui, mon frangin a 5 ans de plus que moi, donc il jouait dans les catégories au-dessus. Votre frère Guy, il était lui numéro 10, hein, et vous numéro 8. Oui. Oui, oui. C'est ça? Non, je relisais un petit peu pour savoir, pour retracer, pour aller sur vos pas. Vous étiez un bon joueur, Arsène? J'ai beaucoup de scrupules à dire que j'étais bon joueur, j'étais pas un mauvais joueur. Mais là encore, c'est très difficile de comparer puisqu'on ne s'entraînait pas. On jouait le samedi ou le dimanche et on a créé cette équipe en minime, quoi. Et puis, ça veut dire 14 ans. Ça, c'est un autre homme qui a une grosse influence dans ma vie. Max. Raymond Hilde. Je dis souvent aux jeunes, vous savez, une vie réussie, c'est quelqu'un qui a envie, qui a une attitude. Et cette attitude rencontre quelqu'un qui croit en vous, qui vous donne votre chance. Max Hilde, c'est l'homme qui m'a donné ma chance, qui a cru en moi. Et nous avons gardé des rapports très proches jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, j'étais à son enterrement, malheureusement, il y a 1 an. Mais c'est l'homme qui a une très forte influence dans ma vie. Il disait de vous, pour relire lui aussi ses écrits, on va voir quelques photos de vous sous ses ordres. Vous l'avez accompagné un peu partout. En bas à droite, ici, du côté de... C'est l'homme qui, sur un plan foot, c'est lui qui m'a mis en selle au niveau football. Mutzig, c'est ça, le club? Mutzig, oui. Mutzig, pardon. À l'époque, on faisait de la bonne bière à Mutzig. Mutzig, voilà. Et dans la lecture et dans mes lectures, il disait bien que vous étiez quand même un bon vivant. Je pense que cette réputation était un peu exagérée. Ah. Honnêtement. Que vous aimiez une des premières licences également dans les années 70, à Mutzig justement. Il disait que vous aimiez philosopher le soir, tard, entre copains, autour de bonnes bières. Ou même, mais je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé à cette époque-là. Je sortais. Un goût pour la danse? Oui, je dansais. Une qualité que j'ai perdue totalement. Il faut se replacer dans le contexte parce que je suis âgé quand même. Mais on dansait les bals populaires, c'était les marches, les valses. Donc c'était totalement différent de ce qu'on danse aujourd'hui. Autre visage avec un homme qui lui aussi vous a marqué sur votre vie, c'est Gilbert Gress. Oui. J'ai choisi de vous montrer cette photo parce qu'il vous accompagne ensuite dans les années 70, toujours porté par Max Hilde. Effectivement, nous faisions un trio. Mulhouse, Strasbourg, le Racing. Gilbert Gress était entraîneur d'ailleurs, c'était un très bon entraîneur. Et Max Hilde était entraîneur du centre de formation. Je suis devenu l'adjoint au centre de formation. C'est comme ça qu'a démarré ma carrière d'entraîneur, puisqu'après Gilbert Gress est parti, Max Hilde est devenu l'entraîneur de l'équipe professionnelle et je suis devenu l'entraîneur du centre de formation. Est-ce que vous avez quand même un regret? Parce que des regrets, j'en ai plein.
Alors, juste sur celui-ci peut-être, Max disait, dommage pour Arsène, il aurait pu faire une grosse carrière, il a peut-être été repéré sur le tard, parce que vous êtes champion de France avec le Racing, à la fin des années 70, vous avez alors que 2 matchs au compteur. Oui. Et pourtant, Parce que je m'occupais du centre de formation avec ça c'est Max. ensuite avec Cannes, mais sur la période effectivement alsacienne. Vous avez un regret ou pas là-dessus, en tant que joueur? Vous savez, quand vous partez d'où je suis parti et que vous arrivez là où je suis arrivé, je pense que ce serait malvenu d'avoir des regrets. Je pense que j'ai plutôt eu beaucoup de chance dans ma vie. Je me reconnais une qualité, j'ai pas mal travaillé et que j'aimais passionnément ce que je faisais. Après, des regrets, je pense que ce serait un peu malvenu. J'aurais peut-être pu mieux faire comme joueur si j'avais été repéré plus tôt. Mais bon, ça fait partie de la vie. On a vu déjà passer la photo de Cannes, on va la revoir. Là, on est dans les années 80. Vous suivez un autre homme important, c'est Jean-Marc Guilloux. Oui, c'est une autre rencontre importante Exact. dans ma vie, Jean-Marc est à Guilloux, droite et vous à gauche. qui a vu jouer mon équipe. Et on a joué contre Mulhouse et puis il a voulu me rencontrer. On a échangé au niveau foot et il m'a demandé de travailler avec lui. On partait sur un projet à Cannes où d'ailleurs vous voyez là au premier rang il y a Jean Fernandez qui après deviendra l'entraîneur de l'AS Cannes. Il y a Rampillon, Gilles Rampillon, il y a Lamine Diaye, il y a beaucoup de joueurs après qui ont fait des très belles carrières. Caso est là-dessus aussi. Caso est en haut, hein, Oui. tout en haut. En haut à droite. On le voit marqué. C'est donc l'AS Cannes, ensuite c'est Nancy, on retrace comme ça les quelques balises avec des grands pas. Nancy, vous avez conscience, c'est pas évident Nancy parce que vous passez des saisons là-bas et il n'y a pas forcément les moyens avec le papa Platini qui est en bas. Il n'y a pas de moyens, on se battait tous les ans pour descendre. Platini, en bas à gauche. Mais il y avait des bons joueurs quand même. Mais on est descendu au bout de la 3e année. Et parce qu'il y avait vraiment plus de moyens. À chaque fois qu'il y avait un bon joueur, il partait. Et Nancy a pareil fait depuis osciller toujours entre la 1re et la 2e division. Pourquoi ? Parce que c'est un club qui vit avec des moyens extrêmement limités. Et je suis parti de Nancy à Monaco en 87. J'avais à l'époque d'ailleurs 2 sollicitations, celle du PSG et de Monaco. Je suis allé à Monaco parce que j'avais travaillé à Cannes. Et Cannes m'avait donné du crédit, je pense, pour aller à Monaco. Parce que les gens m'ont vu travailler, m'ont dit, tiens, c'est pas si mal que ça. Et puis, on va peut-être lui donner une chance. Et pourquoi pas Paris alors ? Parce que j'avais créé des liens à Cannes avec Richard Comte, qui s'occupait du club, qui était directeur du club. Et que lui, il a favorisé ma venue à Monaco. J'ai rencontré aussi Monsieur Borelli ici, à l'époque, qui était président. Et puis finalement, j'ai décidé d'aller à Monaco. Ça se passe super bien à Monaco. Le résultat est immédiat. Vous êtes champion de France dès la première saison, avec 6 points d'avance sur Bordeaux. Je lisais donc les 3 places de 3e, 2e, finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Je voulais juste revenir un point sur cette période monégasque. Ça se finit pas très bien. Non ? Avec le président Campora, avec qui ça avait très bien commencé. Ouais. Et ça se finit pas très bien. Vous vous sentez un peu trahi ou pas ? Non. Vous savez, je suis dans un métier où j'accepte la règle du jeu. C'est-à-dire, on a fini pendant 6 ans, 7 ans, je crois 7 ans, oui. 7 ans dans les 3 premiers. La dernière année, on a été en demi-finale de la Ligue des Champions quand même. On a fini 9e, c'était le plus mauvais classement. On a mal redémarré. C'était encore un peu comme cette année, une année post-Coupe du Monde. On a eu beaucoup de blessés d'entrée. On est mal parti. J'avais refusé de prolonger parce que cette année-là, je devais aller au Bayern de Munich. J'ai refusé d'aller au Bayern de Munich pour honorer mon contrat. Bien m'en a pris parce que je me suis fait virer au mois de septembre. Est-ce que c'est à ce moment-là également que vous avez la possibilité de prendre l'équipe de France ? La possibilité de prendre l'équipe de France, j'ai eu plusieurs fois, honnêtement. Et pourquoi ne pas l'avoir pris ? Parce que j'ai toujours été attiré par le travail au quotidien dans le club. Une équipe de France, c'est 10 matchs par an. Et votre vision a changé aujourd'hui ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Donc jamais. Non, je trouve qu'en équipe de France, il n'y a que 2 choses intéressantes. Ce sont les grands tournois, c'est les championnats d'Europe et la Coupe du Monde. Tout le reste, c'est un peu du temps perdu pour un entraîneur, parce qu'il passe son temps à attendre l'équipe et un peu au chômage.
C'est une notion qui m'intéresse au quotidien parce que je relisais là aussi beaucoup de choses. Après, il y a eu l'expérience au Japon. On en reparlera ensemble. Formidable, ça a été. Formidable, effectivement. Puis, c'est arrivé à Arsenal. Et je relisais des termes assez forts. Et je vous poserai cette question. Est-ce que vous rêvez d'immortalité, Arsène? Avant de répondre, je vous montre ces éléments. Et je vous réitérerai cette question juste après. Parce que je regardais dans vos dires, vous dites souvent « Ce serait impardonnable pour moi de ne rien laisser derrière moi ». On sent dans vos dires qu'il y a à chaque fois la volonté de laisser une trace. Donc du coup, on est allé à Londres et on s'est dit « Est-ce qu'il y a une trace d'Arsène ?» Regardez ce reportage réalisé, écrit par Clément Chauveau. 11 novembre dernier, Londres commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Et sur le quai de la station de métro Arsenal, c'est la voix d'un Français qui résonne. Hello, it's Arsene Wenger from Arsenal Football Club. We are proudly supporting London Poppy Day as we mark the century of the First World War. Let's give generously. Arsene Wenger has worked here in London for many years, successfully managing Arsenal Football Club, and he's got a very distinctive French accent. So he was a fabulous person to choose to help support this great cause. Do you know who is Arsene Wenger? Yes. He's the manager of Arsenal. In the Tube? Yeah. That'd be great. Why not? It's quite interesting because I have a job understanding what he's saying. Arsene is part of the scenery now in London. Even people who don't like football know about Arsene Wenger now. He's that much part of the culture. It seems amazing to recall that when he first arrived in London, nobody more or less knew anything about him. He was like he'd come from the moon almost. En 96, Arsenal cherche un nouveau manager. Les noms de Terry Venables et Johan Cruyff circulent, mais les Gunners choisissent un Français qui a quitté Monaco pour entraîner au Japon. Bref, un extraterrestre. Yeah, he didn't come from the moon, he actually came from Monaco. Yes, but he was virtually unknown. In fact, when we signed him, the headline the following day was Arsene Who? Nobody knew him. Aujourd'hui, la rédaction du journal en question affirme n'avoir aucune trace du fameux titre Arsène qui, mais le Evening Standard ne renie rien. His reputation was virtually unknown, particularly in England. So I don't think anybody could have predicted that he would stay for 18 years and become the manager he was. Dans les articles, c'était assez violent quand même. C'était qu'est-ce qu'on vient nous chercher, un entraîneur français du Japon pour venir entraîner un de nos plus grands clubs ici en Angleterre. Pourquoi pas aller chercher un Anglais? Pourquoi pas chercher un Britannique? The players were very surprised. They didn't know who he was. They said he looked like a teacher when he turned up, like a geography teacher or something. Even with his glasses and the way he looked, he didn't even look like an idea of an English football manager. À l'époque, le look détonne, la méthode aussi. Stretching, chiropractor, these were completely new ideas. On the first game he played with Arsenal, they wanted to have bars of chocolate on the coach and they were singing to him, "We want our chocolate bars again." And Arsene turned around thinking, what's going on here? So he was kind of a visionary in 1996. Visionnaire. À Londres, le mot revient souvent lorsqu'on évoque le nom d'Arsène Wenger. Arsène, c'est un visionnaire à tous les niveaux. On a parlé de la diététique tout à l'heure, de la formation pour le stade, c'était pareil. Il a très vite vu qu'il fallait changer de stade, que 38 000 personnes à Highbury, c'était plus suffisant pour construire un grand club. Et il a su aussi que pendant la période de construction du nouveau stade, pendant tous ces changements au niveau du club, il fallait manger son pain noir, qu'il n'aurait pas d'argent pour dépenser dans les transferts, qu'il n'aurait pas d'argent pour développer son centre de formation, qu'il n'aurait pas d'argent pour aller chercher les plus grands titres, pour aller rivaliser avec City, avec Chelsea, avec United. Aujourd'hui, voilà ce qu'est devenu le stade d'Highbury. Un ensemble d'immeubles à quelques centaines de mètres de l'Emirates Stadium. Ce soir-là, Arsenal accueille Anderlecht en Ligue des Champions. L'occasion de tester la cote de popularité du manager français. Arsene Wenger, he's a hero. I think Arsene Wenger is a legend here in London. Had a fantastic impact on the club. He's a good manager. He does very, very well leading Arsenal. What kind of legacy will you have left after his departure? It's behind you. That's the legacy. The stadium. À l'intérieur de l'Emirates, Arsenal fera match nul 3-3 après avoir mené 3-0. De quoi alimenter les critiques des anti-Wenger, qui rappellent qu'il a remporté 11 de ses 13 titres avec Arsenal avant 2005. It's certainly true that now more than ever there are question marks about whether Arsene Wenger really deserves the new 3-year contract that he signed. I mean, there's a lot of loyalty at the club and the fans are very divided. The older generations, of course, who remember how Arsenal were before he came and those first 9 years that he was in charge. But, you know, you don't get a lot of time in football anymore.
Aujourd'hui, le cas Wenger divise les fans, mais tout le monde s'accorde sur une chose. Le Français aura profondément marqué l'histoire du club. Of course, he will leave an enormous legacy. I mean, every year for 18 years, the team have been in the Champions League. And with a bit of luck yet again this year, we'll be in the knockout stages of the Champions League. And now, a lot of money in the bank as well. Ce qu'il a fait, il a construit un stade, il a construit un centre d'entraînement. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal dans une configuration financière qui n'est pas évidente. Donc, le résultat d'Arsène depuis 1996 est un résultat de ce que j'appelle de bâtisseur. Il a bâti depuis 1996 le nouveau Arsenal. En 18 ans à Londres, Wenger est passé du statut d'inconnu à celui d'icône. Pour moi, il va laisser une empreinte de dinosaure. C'était le Arsène qui est vite devenu probablement le plus grand entraîneur de l'histoire du club, qui laissera une empreinte gigantesque, voire limite magique, à Arsenal, mais dans le football anglais, et aussi, je l'espère, un jour dans le football français, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'Arsène Wenger, il est français, et je trouve qu'en France, on n'est pas assez fiers d'avoir un entraîneur comme ça. Hello, it's Arsene Wenger from Arsenal Football Club. Est-ce que vous rêvez d'immortalité ? Franchement, non, parce que je suis assez réaliste pour savoir que je vais mourir. Mais j'aimerais laisser évidemment une trace qui reste après mon départ au club, et je pense que c'est légitime et normal. Tout le monde aime laisser une trace. J'espère que vous avez cette volonté-là à beIN Sport. On l'a également, effectivement, on partage cette volonté. Et pour aller toujours dans cette idée, et pour comprendre si vous touchez au but, je vous montre cette photo avec un grand monsieur de la culture football mondiale, monsieur Johan Cruyff. Vous parlez souvent de cet homme comme non une référence, non un modèle, mais un personnage important parce qu'il a su justement laisser une trace, une culture. Est-ce que c'est ça ? Oui. Je pense que le Barça moderne est inspiré de Cruyff et du football hollandais. Il y a eu Rinus Michels avant Johan Cruyff, et Cruyff est à la fois un joueur qui non seulement était un joueur exceptionnel, mais qui aussi avait été pénétré d'une certaine idée du jeu. Et je reconnais au football hollandais cette volonté tout le temps de favoriser l'initiative, de créer un football positif. Je pense que le football, c'est avant tout ça. C'est une expérience commune, partagée avec vos partenaires sur un terrain, mais au départ, avec un esprit positif. La volonté, et je pense qu'un grand club doit toujours avoir et a la responsabilité de gagner, et de gagner avec style et avec classe. Il faut qu'il y ait cette volonté au départ. Vous n'y réussissez pas toujours. Mais cette philosophie, cette volonté doit être là. Et Cruyff incarne cela.